Alors moi c'est Ludivine Clavelin-Revel, je suis responsable du salon Espace Figaro à Saint-Dié, ainsi que des Watson qui se trouvent à Saint-Dié et à Gérardmer. Alors moi c'était en 2017, donc j'allais fêter mes 39 ans, j'étais à 3 jours de mon anniversaire et je me souviens assez bien du moment où on l'a appris avec Mathias, mon mari. Et on avait prévu une grosse fête pour mon anniversaire le week-end là d'ailleurs. Donc j'avais tout de suite renvoyé un message à tous les invités en disant surtout vous ne me posez pas la question parce qu'on venait justement d'apprendre ça. Donc ouais, ça a été assez choquant au départ parce que j'étais un petit peu dans le déni de l'annonce. Et je tournais un peu en boucle sur le fait, je disais mais c'est pas possible parce que moi j'y allais juste parce qu'en fait j'avais une petite boule en fait. Donc, et je tournais en boucle avec mon mari, je lui disais ça pendant des heures et des heures jusqu'à ce que vraiment tu intègres la chose en fait. Alors les symptômes ils sont arrivés très rapidement, ceux qui m'ont mis la puce à l'oreille surtout puisqu'il s'est avéré après que je me suis aperçue qu'il y avait d'autres symptômes avant que j'avais pas fait attention. Mathias était parti au ski et je lui envoie un texto en lui disant j'ai une boule dans le sein, enfin au-dessus du sein, parce que moi c'est pas dans la chair, c'est vraiment sur l'os au-dessus. Et il m'avait répondu bah, c'est rien, on verra quand je rentrerai. Et effectivement il m'a dit mais c'est très bizarre, c'était pas là il y a quelques jours. Et j'ai eu la chance d'avoir une cliente qui a avancé mon rendez-vous et qui m'a trouvé quelqu'un sur Schiltigheim au départ pour faire une mammographie, échographie. Comme elle n'était pas positionnée dans la chair du sein, il n'a pas rien vu à la mammographie. Donc ça c'est quand même hyper important de savoir qu'il faut absolument faire une échographie puisqu'en fait c'était décelé à l'échographie et pas à la mammographie. Et ensuite elle a été biopsiée et voilà les résultats sont enchaînés quoi. Sur la biopsie, en fait, quand j'ai eu les résultats, j'ai été convoquée par mon gynéco pour nous annoncer ça. Et il m'a dit, mais c'est in situ, donc c'est-à-dire c'est un cancer qui ne se propage pas dans le corps, donc il n'y a pas d'urgence. On va la retirer, mais voilà, il n'y aura certainement pas de soins qui vont en découler non plus. Souvent, une simple opération suffit. Et en fait, quand je suis allée refaire un examen complet, l'IRM du sein complet, du coup, donc quelque chose de plus poussé, c'est là qu'ils ont vu qu'elle s'était déjà scindée en deux et que du coup c'était pas du tout in situ, c'est que c'était un cancer infiltrant et du coup bah là tout le protocole allait changer. Donc il y a eu de nouveau cette deuxième phase un peu de déni quand même parce qu'on s'était mis dans la tête que ça allait être assez soft et rapide et là après il s'est passé plusieurs mois avant qu'on soit réellement tranquille et qu'on puisse s'apaiser un peu. Alors moi j'ai été suivie à Strasbourg, à Haute-Pierre, par le professeur Matelin, qui est une femme vraiment extraordinaire, qui a donné vraiment sa vie au cancer du sein. Elle est scénologue, c'est sa spécialité, elle était gynécologue et elle est devenue scénologue. Et c'est vraiment une femme passionnée par ça et elle est internationalement connue, c'est une grande professeure qui est très respectueuse, très très respectueuse. Alors après, ce qui est bien et moins bien, mais ça peut être du plus ou du moins, c'est que tu es vraiment pris dans l'engrenage, donc c'est eux qui décident après de toutes les dates, et toi, tu n'as plus qu'à suivre les dates et les heures. Donc c'est bien parce que tu es tellement désemparé que du coup, tu es drivé, et c'est pas bien parce que vraiment, tu es pris dans l'engrenage, et du coup, t'as pas le temps de réfléchir vraiment par toi-même, en fait. Donc nous, on a commencé par... je dis toujours nous, je sais pas pourquoi, je dis toujours nous avec mon mari en fait, parce que c'est comme quand j'ai accouché, j'ai dit nous avons accouché en fait, c'est toujours la même chose. Et du coup, nous on a commencé par une opération et ils ont retiré et ensuite ils ont analysé ce qu'ils avaient retiré. Et ensuite seulement ils ont posé le protocole. Donc là j'ai eu 12 séances de chimio et 25 séances de rayons, suivi de 12 séances d'injection d'Herceptin, parce
que c'est un cancer qui est un HER2 positif. Donc pour moi, c'était, d'après ce que me disait le professeur, c'était bien que je sois HER2 positif, puisque ça me permettait d'être soignée de cibler plus davantage, et du coup d'avoir ces fameuses 12 autres injections qui sont passées à 1 mois d'intervalle. Donc ça a duré relativement longtemps. Alors, j'avais ma fille la plus grande à ce moment-là, elle avait 17 ans. Elle était en pleine crise d'adolescente. C'était relativement conflictuel avec elle au moment-là. Et elle était interne au lycée Lapic. Mais conflictuelle, mais très fusionnelle en fait. Et fusionnelle parce que conflictuelle, enfin voilà, les deux. Et du coup, je savais que dès que j'allais lui annoncer quelque chose comme ça allait être un drame. Vraiment voilà, quelque chose qui allait vraiment lui faire très peur. Donc on a vraiment attendu d'avoir tous les résultats complets avant de lui en parler. Et puis la plus jeune, oui, elle avait 9 ans au moment-là, donc c'était vraiment encore une enfant qui n'a pas trop compris, je pense, au moment-là, réellement ce qui se passait. On lui a juste dit que j'avais une boule à enlever et c'est passé comme ça. Seulement, quand j'ai fait mon traitement de chimio où j'ai perdu mes cheveux, c'est juste là où elle a compris que c'était quand même pas très cool ce qui arrivait, et elle allait passer, je me souviens, après mes premières séances, c'était la rentrée des classes et j'avais plus de cheveux. Elle m'avait dit par contre tu peux pas m'emmener à l'école comme ça maman, c'est pas possible. Et du coup j'ai arrêté de l'emmener à l'école toute la période où j'avais plus de cheveux, parce que je pense que c'était important de respecter aussi leur choix et la vision qu'ils ont de la maladie aussi, et la vision que peuvent poser les autres sur toi quand tu es comme ça. Elle, c'est ce qu'elle m'a juste demandé, donc ce que j'ai respecté, et je pense que du coup c'était plutôt sain. Alors les premiers temps quand tu perds tes cheveux, ou plutôt quand on t'annonce que tu vas perdre tes cheveux, je pense que c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à une femme, ça touche vraiment effectivement à sa féminité. Et donc moi c'est mon mari qui m'a tendu lors d'un week-end où on était en amoureux à Annecy. Et, euh, et du coup, c'est bien parce qu'on a aussi traversé ça tous les deux ensemble. Comme il commençait à tomber fortement, il était temps de les enlever avant vraiment de le découvrir. Et à partir de là, j'avais la possibilité de mettre une perruque, ce qui me ressemble pas du tout. Parce que je voulais pas cacher forcément en fait ça. Et puis je trouvais que ça allait se voir et que ça allait vraiment faire fake news en fait. Et du coup, j'ai mis des foulards. Donc, j'ai acheté plein de foulards de toutes les couleurs différentes. Et puis j'ai aussi une cliente qui m'en avait donné beaucoup. Elle avait gardé son petit sac de foulards, donc je me suis retrouvée avec plein de foulards, donc j'ai passé toute la période comme ça avec des foulards. Ouais. Après le plus dur c'est quand même de perdre ses sourcils et ses cils, parce que là au niveau de ton maquillage il se passe plus rien du tout en fait. Tant que tu as tes cils et tes sourcils ça va, tes cheveux tu mets un foulard, tu peux encore être belle, mais quand plus les séances avancent et plus vraiment tu perds tous tes poils et donc tes cils et tes sourcils. Donc ça pour moi c'était presque ce qui était le plus difficile en fait. Le regard, la profondeur du regard en fait. J'ai essayé, j'ai acheté des tampons de sourcils, je me maquillais. Bon, les cils, pour rien faire, puisque tu peux pas mettre des faux cils, il n'y a pas de base pour les accrocher, donc les cils, tu peux trop rien faire. Mettre un petit peu de liner, tout ça, c'est camouflé un peu, mais après, voilà, c'est pas non plus une période qui dure super longtemps, ça dure 6 mois peut-être, puis après tout commence à repousser. Donc, c'était pas le meilleur moment, mais il faut quand même bien se dire que c'est juste une conséquence d'un traitement en fait, et pas et c'est pas ça qui résume en fait la maladie. Là on est juste sur une conséquence de traitement comme n'importe quel autre traitement pourrait te provoquer en fait, même un simple antibiotique qui des fois te provoque des trucs pas sympas quoi. Donc voilà, c'est sûr que pour les femmes je pense que c'est ce qui est le plus dur, mais finalement c'est pas ce qui est le plus dur à passer quand t'es dedans, je pense. Ouais, j'ai eu peur de mourir, c'est vrai, plusieurs fois. Surtout quand ils t'ont annoncé qu'en fait c'est un cancer qui partait vite et qu'il fallait faire vite. Donc oui, puis en plus j'avais vraiment des enfants qui étaient jeunes encore. Donc oui, on en a parlé beaucoup. Mais voilà. Après, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Malheureusement, il y a encore des femmes qui meurent du cancer du sein, même qu'ils ont fait énormément de progrès.
et d'avancer là-dessus. Mais il y a des femmes qui meurent tous les jours, effectivement, de ce cancer. J'avais Watson à Saint-Dié, j'avais que Watson à Saint-Dié, j'avais pas les autres structures. Ça m'a aidé à parler d'autre chose tout au long de la journée et de pas me centrer sur mes propres douleurs ou mes propres fatigues et de rester sur mon canapé à attendre que le temps s'écoule. Donc c'était important pour moi de continuer à avoir un contact, même si c'était difficile, parce que les séances de chimio, effectivement, pendant 3-4 jours, tu peux pas y aller. Mais voilà, après, c'est toutes les 3 semaines, donc tu as quand même un délai de temps où commences à te sentir un peu mieux. Et j'avais décidé vraiment de les utiliser pour me changer la tête et continuer à être active. Et quand j'ai racheté Espace Figaro, j'étais encore en traitement, c'était en 2019. Donc on a fait quand même le pari de l'acheter et de foncer. Et on n'a pas regretté, alors que le risque était encore gros. Et j'avais besoin vraiment de toujours de nouveaux challenges sans arrêt. Et je pense que encore plus après 2017, je me suis donné des challenges en continu. Ce que je continue à faire maintenant, parce que j'ai toujours besoin d'être challengée. Et voilà. Souvent, les gens disent que tu changes après la maladie, que tu changes de vie. Alors, il y en a beaucoup qui disent qu'ils s'écoutent plus, qu'ils prennent plus soin d'eux, justement, qui ne foncent pas, qui ne prennent pas de risques. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire, en fait. Moi, j'ai l'impression que ça m'a vraiment rendue beaucoup plus forte. Alors, c'est difficile de donner un message aux gens. Après, moi, je rencontre souvent des femmes malades dans mon travail, donc on peut échanger. Ce que je leur dis juste, c'est qu'en fait, ça paraît une montagne. Et qu'en fait, quand ça sera fini, dans 2 ans, elles se diront, j'étais capable de le faire. C'est un combat, en fait. C'est vraiment quand on dit que tu dois te battre contre ça, puis c'est un combat pour la tête aussi. C'est surtout il faut que la tête aille bien. Mais c'est sûr que les premiers mois, les premières semaines, tu es quand même dans le déni, dans la peur. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent, beaucoup de sentiments. Et une fois que tu es lancé dans le traitement, et c'est forcément plus que la force qui te vient, en fait. Tu es obligé d'aller chercher la force que tu as en toi. Mais c'est vrai que l'annonce, pour une femme qui viendrait de l'apprendre, je pense que je ne pourrais pas dire des choses comme ça, parce que c'est encore trop frais. Et effectivement, il n'y a pas trop de solutions, c'est hyper personnel à chacune. Je pense qu'il y a des gens qui vont tout de suite se battre, d'autres qui vont un peu s'écrouler puis se relever. Il y a vraiment des choses, des ressentiments complètement différents. Des ressentis, ouais. Et il y a surtout aussi, ce qu'il faut vraiment s'écouter, c'est au niveau des grosses fatigues, en fait, que tu peux avoir. Moi, je me suis aperçue après coup que ça faisait 3-4 mois que je dormais à 20h30, 21h tous les soirs, vraiment fatiguée. Donc, c'était les premières... Mais ça ne t'interpelle pas au départ, en fait, cette fatigue. Et c'est vrai que les cancers... moi, déjà, c'était pas dans le sein, donc il faudrait faire l'autopalpation, mais pas forcément que dans le sein. Hein. Il peut aussi des selles, parce que tu peux avoir des ganglions sous les selles, et ça peut être aussi un signe, un premier signe. Et il peut y avoir également des rougeurs, le sein plus rouge, le téton d'une autre couleur, des variations, le téton qui change de forme, des démangeaisons aussi, et l'écoulement aussi, un sein qui coule en fait. Tout ça, ça doit interpeller, c'est les premiers. D'ailleurs, certainement plein d'autres signes. Alors moi, je trouve ça bien si ça peut faire avancer, parce que c'est vrai qu'au tout début que ça a été lancé, il y a déjà maintenant quelques années, il y avait beaucoup de dons en fait qui ont été faits, beaucoup de choses organisées autour de ça, et où la collecte partait directement à la recherche. Maintenant, j'ai l'impression c'est le mois d'Octobre Rose, c'est la façon de communiquer pour beaucoup d'entreprises, sans qu'il y ait derrière un investissement réel. Il y a des ronds-points, les ronds-points sont tout roses à Saint-Dié, il y a des petits feux roses partout. Voilà, mais quel est vraiment ce qui va partir ensuite à la Ligue
Je sais pas. Donc en fait, je pense que c'est bien parce que ça permet d'en parler énormément. Et quand t'en parles, tu fais de la prévention. Si tu fais de la prévention, tu peux les détecter beaucoup plus tôt. Moi, c'est vraiment le but de mon témoignage avec toi, en fait, c'est que voilà, il puisse y avoir une prévention et que ça puisse être pris un peu plus tôt. Et après, voilà, je pense qu'il y a du bien et il y a du moins bien.